Aujourd'hui, avec Internet, les contacts avec les langues étrangères à l'oral et à l'écrit sont des milliers de fois plus faciles qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Par exemple avec YouTube, les sites d'infos, les blogs. Avec les réseaux sociaux, les échanges se multiplient. Les amis de mes amis sont vénézuéliens, je ne connais pas bien l'espagnol, mais je peux lire et comprendre ce qu'ils postent sur Facebook ou Instagram ou Twitter. Cela constitue un changement radical pour l'apprentissage des langues. Le bain de langue, l'immersion devient possible, sans sortir de chez soi, ou presque. C'est vrai pour le domaine personnel, ça l'est tout autant dans le domaine professionnel. Dans les entreprises, les médias, les collectivités locales et territoriales, les secteurs associatifs, politiques, événementiels, artistiques, académiques, l'activité en réseau à l'échelle internationale se généralise. Dans ce contexte, les étudiants ont de plus en plus besoin d'être mobiles et ouverts à l'international pendant leur formation. 6 mois ici, 1 an là-bas, mobilité réelle, mobilité virtuelle, travail en réseau. J'aimerais vous montrer comment le monde éducatif, et tout particulièrement dans le domaine des langues, a commencé à prendre la mesure du phénomène et à se l'approprier. En développant, par exemple, des projets visant à donner l'occasion aux élèves et aux étudiants d'apprendre à collaborer à distance et à développer en même temps des compétences en langue étrangère. Vous avez peut-être appris l'espagnol au lycée et vous devez partir dans 6 mois pour un stage, un déplacement professionnel, un projet international, un voyage au Brésil. Votre premier besoin sera de comprendre le portugais. Mais vous avez aussi besoin d'être compris. Autrement dit, il faut s'assurer que la compréhension soit mutuelle. Alors comment faire? Regardons un exemple de solution. Tu es Nam Kun Minsu? C'est toi l'expert? Est-ce que c'est toi qui as conçu les portes du train et les systèmes de sécurité? Regarde-le, c'est un zombie, t'as vu ses yeux? Il s'est cramé les neurones avec cette merde. Est-ce que tu es Nam? Nem, tu écoutes là? 듣고 있다, 씨발. 그리고 원래 nem이 아니고 남궁 민수님이. 남궁까지는 성이고 민수가 이러면 이 무식한 새끼야. On veut un coup de main. 뭘? On va à l'avant du train. On a besoin que tu nous ouvres les portes. Quelle est la solution employée dans cet échange pour assurer la compréhension mutuelle? Oui, c'est le recours à un traducteur automatique. Bon, compte tenu des difficultés de la traduction automatique, ça reste de la science-fiction. Bien que les traducteurs automatiques en ligne soient déjà une réalité aujourd'hui, bon, on connaît tous leurs limites. La compréhension mutuelle, autrement dit l'intercompréhension, est donc une condition nécessaire à la communication humaine, sauf dans certaines circonstances particulières, quand l'on ne veut pas être compris. Quelles sont alors les solutions? Parmi elles, la solution où chacun s'exprime dans la langue qu'il maîtrise le mieux, surtout dans les situations où il y a un certain enjeu et le besoin de rester sur un pied d'égalité, est une situation en définitive assez fréquente dans certains contextes. Par exemple, dans les couples. Tom, I'll see you next week. Be good. Yeah. Au revoir, maman. Au revoir, I love you. I'll call you later. J'arrive tout de suite, Mia. Et qu'est-ce que tu veux faire alors pour les vacances? Tu veux me les laisser en juillet ou en août? Xavier, I want to leave Paris. I want to live in New York. And I'm taking the children. Quoi? Non mais ça va pas?
T'as pété les plombs, là? À New York? Et tu crois que je vais te laisser partir comme ça avec les enfants? I can't stay here. You can't stay here. Tu te fous de ma gueule, là, ou quoi? C'est you can't stay here. For Quoi, 10 quoi, you years, can't 10 stay here? years I've lived here. For you. Vous voyez, dans cet extrait de film, la compréhension mutuelle repose sur la connaissance suffisante des deux langues par les deux interlocuteurs. On peut parler dans ce cas d'intercompréhension acquise, par l'expérience, ou bien apprise, par des voyages, par des études. Dans d'autres cas, lorsque les langues concernées sont très proches, c'est leur parenté, leur proximité qui permet l'échange. On parle alors d'intercompréhension inhérente. Que remarquez-vous dans la vidéo suivante? Dennis, adesso abbiamo anche il percorso. Che te ne sembra? No, me gusta. Pienso que es el Giro de siempre, ¿no? Tiene etapas nerviosas que con las subidas antes de llegada, etapas duras, míticas que me gustan y motivan. Entonces, es una carrera que me gusta. Un anno fa avevi lasciato il segno subito, dopo 4-5 tappe avevi già preso un certo margine in classifica. Quest'anno sarà diverso, probabilmente nella prima parte sarà un giro d'attesa? Sí, sí, yo lo que he dicho que yo lo que he visto más es de estar atento, que vendrán etapas hasta llegar a la montaña nerviosa. Entonces es una lucha de estar de atención y no perder el tiempo. Oui, le coureur cycliste russe répond tout naturellement en espagnol aux questions en italien. Et le journaliste comprend. Peut-être que l'un comme l'autre ont des connaissances acquises. Ici, on ne peut pas savoir. Notons en tout cas qu'il n'y a pas de sous-titrage, ni de doublage. Est-ce que cela signifie que tous les Italiens connaissent l'espagnol? Peut-être pas, mais cela signifie sûrement que le réalisateur suppose que le téléspectateur comprend, au moins l'essentiel. Bon, en réalité, entre les deux types d'intercompréhension acquise ou inhérente, des cas de figure extrêmement variés peuvent avoir lieu. On peut, par exemple, connaître assez bien la langue de l'autre, mais ne pas être disposé à la parler à cet instant ou dans certaines circonstances, parce qu'il y a un certain temps qu'on ne l'a pas fait et qu'on craint de freiner la fluidité de l'échange. Ou bien, on peut connaître seulement un petit peu la langue de l'autre, mais pas suffisamment pour pouvoir la parler. En tout cas, on est capable de la comprendre et on y est entraîné. En définitive, bon, l'intercompréhension, c'est quoi? Si on prend appui sur l'article de Marie-Christine Jamet et Doina Spitza de 2011, que vous pourrez consulter en ligne, on peut dire que l'intercompréhension, c'est essentiellement trois choses. La première, c'est d'abord une nécessité, comme nous l'avons vu, de la communication qui peut se réaliser par des moyens très divers, et pas forcément verbaux. Des dessins, des symboles, des gestes, des mimiques. La deuxième, comme nous l'avons vu également, c'est une pratique naturelle, spontanée, bilingue, voire plurilingue. Et cette pratique, c'est la troisième chose, est basée sur une capacité humaine que l'on peut décomposer en trois dimensions. La première dimension est relationnelle. C'est la capacité à comprendre l'autre, ses sentiments, ses émotions, proche de l'empathie, et contraire de l'incompréhension. La deuxième dimension est cognitive. C'est la capacité à comprendre des énoncés dans une langue pas ou peu connue. Et enfin, la troisième dimension est interactionnelle. Elle apparaît dans la capacité à se comprendre mutuellement par différents moyens, y compris en utilisant des systèmes linguistiques différents et en s'assurant d'être compris. Il est donc nécessaire à la fois de développer ses compétences de compréhension, mais aussi, c'est important, d'adapter sa production. Che te passa? Il mio ragazzo, quello stupido, mi ha lasciato la scorsa settimana dopo 7 anni. ¿Y cómo no me l'has contado 7 antes? anni. Perché lui l'ha fatto via mail, mi ha scritto una mail, non ci siamo
siamo neanche visti una mail e mi ha detto che sono la persona più egoista del mondo. Bueno. Con todo lo que tú has hecho por él. Sì, infatti gli rispondo con un'altra mail e gli dico tutte le verità che non gli ho mai detto in 7 anni di storia. Ojo por ojo, diente por diente. Voilà une séquence où les deux personnes utilisent des gestes et tout leur potentiel expressif. Volume, intonation, débit, articulation, répétition, simplification, pour se comprendre mutuellement, chacun dans sa langue. Et est-ce que vous avez reconnu ces langues? Oui, bien sûr, l'italien et l'espagnol. Notez d'ailleurs qu'on peut comprendre ce qu'ils disent sans reconnaître les langues. Mais est-ce que vous avez compris, vous, de quoi ils retournent? Oui? Par intercompréhension? Acquise ou inhérente? Non, vous n'avez pas compris. Ou juste des mots. C'est difficile à l'oral. Ouais, c'est pour cela que bien souvent, comme on le verra, on préfère aborder l'intercompréhension par l'écrit. Bon, maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'intercompréhension en tant que phénomène naturel, voyons maintenant ce qu'on en fait dans la formation en langue. Est-ce que c'est un nouvel objet d'enseignement, une nouvelle discipline ou bien une nouvelle méthode? Si on se fie à Sandrine Cadéot et Marie-Christine Jamet dans leur ouvrage de 2013, on peut dire que l'objectif pédagogique de l'intercompréhension est de développer une méthodologie appropriée qui soit un levier didactique, un levier pour apprendre les langues, par une immersion rapide dans les documents et discours authentiques, tout en gardant un œil réflexif et comparatif sur les langues. Ce faisant, il s'agit aussi de permettre à chacun de tracer son parcours personnel en fonction de ses besoins, de ses objectifs, de ses envies, et cela tout au long de la vie. Ce levier didactique est d'ailleurs bien présent dans le cadre européen commun de référence pour les langues, comme on peut le lire à la page 11 en français. Quand il s'agit de la compétence plurilingue, comme en témoignent les 2 extraits qui s'affichent à l'écran. Des partenaires peuvent par exemple passer d'une langue ou d'un dialecte à l'autre, chacun exploitant la capacité de l'un et de l'autre pour s'exprimer dans une langue et comprendre l'autre. D'aucuns peuvent faire appel à sa connaissance de différentes langues pour comprendre un texte écrit, voire oral, dans une langue a priori inconnue, en reconnaissant des mots déguisés, mais appartenant à un stock international commun. Mais ce levier est hélas trop souvent oublié dans les pratiques. Puisque, du cadre européen, on connaît finalement surtout les niveaux de référence, les échelles de compétences, les tests et les certificats qui vont avec. Pourtant, c'est bien plus que cela. Et de nombreuses équipes, en Europe, en Amérique latine notamment, s'emploient à y travailler. Nous verrons cette semaine, à travers différents projets sur l'intercompréhension, tels que le projet Eurome 4, le projet Galatea, que ce levier didactique de l'intercompréhension peut avoir différentes fonctions. Première fonction est une fonction d'entrée ou d'introduction à l'apprentissage d'une langue cible donnée. Une deuxième fonction est une fonction de soutien, de renforcement de l'apprentissage d'une langue cible en particulier. La troisième est une fonction de déclencheur de motivation ou bien de revitalisation par la mise en situation rapide et authentique d'utiliser les compétences dont on dispose au préalable. Et une quatrième fonction est une fonction de redéfinition de la finalité des apprentissages par hiérarchisation des objectifs autour d'un bouquet de langues.